Bonjour, je suis Éric Brionne, bienvenue dans l'Observatoire du monde qui arrive, une coproduction pédagogique entre la Paris School of Luxury et Dark Planning. Nous partirons à la recherche des signaux faibles du monde post-Covid-19, car oui, le monde sera différent une fois la pandémie vaincue. Et il est totalement stratégique pour les entreprises, les collaborateurs, les citoyens, d'anticiper ce monde qui change. Première partie, la société. Allons faire parler les couvertures et on voit d'entrée un monde de courage nous est annoncé, des changements partout, pour toujours. Première tendance des couvertures, héroïsme et science, à travers Beijing Review. On voit ces jobs héroïques qui sont tenus par des personnels en industrie, en usine, qui font tourner la machine, qui combattent la pandémie à leur façon. On voit cette union force. Et la force centrale, c'est la science. On voit cette guerre révolutionnaire dans l'Obs. Et on voit enfin le visage du courage à travers des chercheurs. Deuxième thème, et là c'est l'antithèse. Panique et PQ, association des deux mots qui peuvent être explosifs. New York Magazine, don't panique, don't est barré. À travers ce grand sondage qui a été fait, on voit monter cette panique dans les transports en commun. On voit aussi que finalement, la chose la plus dure pour les New-Yorkais en termes d'abandon à cause du confinement, c'est de ne pas sortir et boire des coups avec leurs amis. Et bien sûr, ce symbole du PQ qui devient un bien suprême, on voit cette référence à la mort aux trousses. Esthétique de la contamination. On voit dans les couvertures qu'on va rechercher le visuel pour créer cet impact. Pour créer une forme de peur de la contamination, on voit Time à travers cet ADN explosé, Fortune qui nous met la planète sous vide, sous un sac plastique, Politic of Pandemics à travers ce virus qui menace les politiques, la solitude du balayeur, du New-Yorker, la peur de la contagion. Et j'aime beaucoup cette couverture d'India Today avec cette relecture pandémique de Roméo et Juliette. En mode adaptation, bien sûr, parce que la résilience est en marche. Comment on s'en sort? Un volontarisme, Apple Magazine nous apprend avec une nouvelle forme de travail, s'adapter, inventer un nouveau bureau. Nous sommes en mode adaptation. Et puis, adaptation vers quoi? Vers un monde qui arrive. Le Point nous apprend historiquement que chaque grande épidémie a bouleversé l'histoire. Il faut se relever et finalement aller à la conquête d'un monde de courage. Alors maintenant, le cogito, réflexion. Tout ça n'est pas simplement pour réagir, de créer de l'émotion, il faut réfléchir, ne pas se cacher les yeux. Première idée, les épidémies sont le miroir de nos sociétés. On voit à travers ce livre Epidemic and Society, très présent, qui nous annonce des choses. Les gens sont concentrés de façon très dense dans les villes énormes. Partout dans le monde, nous avons des transports très rapides, des millions de gens en mouvement, constatant de telle sorte que ce qui se passe à Jakarta le matin arrive le soir à Paris ou au New York. Nous sommes vulnérables, particulièrement aux maladies pulmonaires qui se transmettent par l'air. Un autre aspect de notre vulnérabilité est dû à ce que nous faisons à notre environnement. Nous envahissons des habitats naturels et par conséquent, nous avons des contacts que nous n'avions jamais eus auparavant avec des animaux qui sont des réservoirs à virus. Ce n'est pas un hasard si l'homme est de plus en plus contaminé par des animaux ou des arbres. Cette pandémie révèle des fractures sociales, même en France, où on voit finalement que la part des Français qui sont en télétravail ne représente que 27%. Chez les cadres, le taux de télétravailleurs dépasse les 60%. Se forme ainsi un nouveau clivage social entre les télétravaillables et les autres. Cette épidémie éclaire les fractures multiples du monde du travail. Nous réfléchissons à la valeur des choses. Et une explosion du thème de la valeur. On voit ces prix qui flambent sur Amazon, sur des produits de désinfection. On vit du x3. On voit des prix extraordinairement hauts sur ce qui était basique, ce qui n'était pas considéré. Une bouteille de produits désinfectants était à 5,50, mais si on en achète deux, c'est 268 € pour éviter le surachat. On voit vraiment qu'on s'interroge sur la valeur des choses. Et puis c'est la France inversée. Nous sommes la patrie d'un art de vivre joyeux, outdoor, où la convivialité est reine, et on voit cette analyse du début de la pandémie, cet aveuglement des Français. Les Français se montraient beaucoup plus optimistes que les autres sur les risques d'infection. Et il y a eu un basculement. On voit
Ce soir chez Baba, tourné chez Hanouna. Et on voit aussi, à travers l'affaire des masques, comment l'opinion publique, en quelques jours, s'est fondée une opinion à travers une recherche, entre guillemets, scientifique, sur l'importance des masques et a fait changer de vision le gouvernement. Donc on voit les Français experts affûtés à vitesse grand V. C'est la France inversée. C'est une vraie perte de confiance en la globalisation, en l'hyperglobalisation à travers des tensions. On le voit chez Fortune entre les Américains et les Chinois. On voit la revanche du pangolin, braconné en Afrique, prisé en Chine pour sa chair et les prétendues vertus médicinales. Le pangolin est aujourd'hui soupçonné d'être à l'origine de la pandémie de coronavirus, ce qui sonnerait comme une douce vengeance pour ce drôle d'animal en voie de disparition, victime des hommes et des excès de la mondialisation. On voit une géopolitique de la colère. La colère, si elle est indéniablement construite dans certains cas, est aussi un symptôme morbide de système économique et sociopolitique malade d'une globalisation qui pourrait avoir atteint ses limites, nous dit Les Échos, et ce formidable livre Géopolitique de la colère. Oser critiquer l'incriticable, c'est critiquer le système chinois dans China Report, où clairement le système bureaucratique est attaqué. Par sa lourdeur, la Chine n'a pas été assez vive, rapide pour combattre, et a mis la santé publique entre parenthèses à travers des choix qui ont été fatals. Le rejet d'un optimisme suspect. Condé Nast, par exemple, aux États-Unis, attaqué par WWD, via un mail envoyé à des grands dirigeants où vraiment est exhorté un optimisme construit sur 15 informations dont certaines se sont avérées fausses. Optimisme nié à travers cette chanson, je vous laisse écouter, cette chaîne qui est une relecture de Gal Gadot, donc la fameuse héroïne de Wonder Woman, qui rechante Imagine, mais en version pré-mâle, pré-niaise. And it goes like this. Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us, above us. Et voilà. Et on voit un soulèvement d'une partie d'Adam qui dit mais laissez-nous en paix, ça ne fait pas progresser, ça ne nous déstresse pas, bien au contraire, arrêtez de faire de la pub sur notre malheur. Et ce point de vue posé par WWD qui a interrogé un certain nombre de grandes agences RP en disant voilà, aujourd'hui les marques doivent parler, doivent prendre la parole sur cette guerre au coronavirus, mais avec une voix sincère et avec une vraie valeur ajoutée. Influenceurs et stars sur le grill. En effet, un certain nombre d'influenceurs sont attaqués par maladresse pendant cette crise. On voit Kenza qui est parti loin de Paris, mais qui revient parce que le Wi-Fi dans sa province n'était pas de qualité. On voit Logan Paul qui se moque des masques. On voit en Chine et en Asie une attaque de certains KOL, Key Opinion Leaders, qui sont fait de l'argent avec cette crise, comme cette influenceuse beauté coréenne qui vendait du gel pour les mains certifié par les meilleurs médecins mais qui était complètement fake. On voit ces tutos pour être belle en portant un masque, tuto maquillage. On voit des stars qui pètent les plombs, comme Katy Perry, qui, écoutant, voyant des vidéos de chants italiens sur les balcons, a cru entendre une de ses chansons et a fait citer ce peuple italien, mais en mettant le drapeau hongrois, ou Madonna, qui a pris une de ses vidéos de balcon italien et a changé le son pour mettre le son d'un de ses concerts. Donc on voit des grosses maladresses ici. Et la Gen Z, la génération Z, les moins de 25 ans. On voit Corona Zombie, mais vous allez voir que la génération Z, en 3 phases. La phase 1, inconscience. L'état d'inconscience, signe libération. Et là, je dis, ok Gen Z, ok Boomers aussi, où les Z se sont moqués des Boomers, mais là, on peut, entre guillemets, remettre en question l'attitude de certains Z par rapport au coronavirus. Au début, lors des premiers jours, on voit là le mot Covid Bros à travers ces Américains, ces jeunes Américains qui se sont élevés contre la fin, l'annulation des spring break à cause de coronavirus.
On voit ces aides qui ont réussi à voyager pour moins de 57 $ en avion, d'avoir une rangée pour eux tout seuls, et qui remercient coronavirus. Donc ça, c'est la phase 1, la phase d'inconscience. Mais vite, on est passé sur une phase de woke, d'éveil, élevé en effet par des stars comme Justin Bieber, qui fait un rappel au sérieux. Même Greta Thunberg, ce jeune développeur qu'on voit ici, Avi Schiffman, qui a développé un site tracker qui nous donne des informations extrêmement pointues, heure par heure, sur l'état de la contamination, pays par pays, ville par ville. Donc on voit vraiment une conscience qui s'éveille aussi grâce à TikTok, fait une sensibilisation immédiate. Et voilà, c'est la contamination. Une autre vidéo de pédagogie. Et puis la phase 3, c'est l'anxiété. Vous savez, cette génération Z, elle se caractérise entre autres par une maladie générationnelle, c'est l'anxiété, le stress, les maladies mentales. Le coronavirus ne sera pas le 11 septembre de la Gen Z. En tout cas, cette anxiété, elle est prise en compte dès maintenant par une réflexion économique jamais vraiment cigale, elle est de plus en plus fourmie, même avec ces grands fers milléniaux. On voit clairement des premiers chiffres de contraction économique auprès de la Gen Z qui déjà prend en compte l'après-coronavirus et que cet après sera au prix d'économies draconiennes. Voilà, la première partie est terminée sur la société. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la partie 2, cette image extrêmement intéressante d'Adweek, dans cette idée de volontarisme marketing, économique, pour aller de l'avant, construire un nouveau futur. Vous allez avoir finalement un chapitre 2 beaucoup plus optimiste que le premier, beaucoup plus positif, avec cette idée de volontarisme au cœur. On reste sur notre méthodologie basée sur les médias, sur les magazines pour commencer. Et on peut se poser la question de l'année perdue. Année perdue, on voit The Economist qui annonce que le monde est fermé. Bloomberg qui emploie le mot Lost Year avec cette ville complètement fermée et déjà des prévisions de décroissance qui se situent à de moins 2 à moins 4%, avec comme seul élément d'espoir la Chine, dont les estimations restent encore dans le domaine positif. Alors une année perdue, pas forcément, certainement pas, j'ai envie de dire. Alors il y a des éléments négatifs et des éléments positifs. Alors les éléments négatifs sont certes légion. Je me suis consacré sur l'univers de la mode. On voit des prévisions pour l'année de Nike à 3,5 milliards en négatif en termes de vente. On voit des chiffres sur le premier trimestre qui s'annoncent à hauteur de moins 40, moins de 50% pour Burberry. Kering qui prévoit les marchés, les prépare à du moins 13, moins 14%. Et puis d'autres secteurs qui sont touchés, le secteur de l'édition qui va mal. Plus de ventes de livres par correspondance, puisque Amazon, si je cite qu'Amazon a réduit la voilure aux produits de première nécessité, et on sait à quel point l'e-book est mal développé, en France en tout cas. Puis aussi des secteurs surprenants, parce que même le virus touche le trafic des stupéfiants, et là on peut s'en réjouir. Source Le Parisien. Et puis il y a du positif. L'espoir vient de Chine. 81% des riches chinois prévoient un retour à la normale pour juste au début de l'été. Hier, le China Film Insider annonçait réouverture de plus de 500 cinémas. Vogue Chine, on voit que les femmes, les lectrices de Vogue Chine vont privilégier la beauté,
les produits de beauté et autres skincare de luxe à 80%, donc finalement se faire du bien par des produits de beauté. Sur GQ, c'est presque 57% qui justement aussi vont privilégier des produits de beauté à d'autres secteurs, des chiffres étonnants. Et puis, il y a des gagnants à la crise, on va avoir les jeux vidéo bientôt, mais le secteur de l'alcool aussi fonctionne très fort dans le monde anglo-saxon. On consomme plus d'alcool via e-commerce. Est-ce que c'est un besoin de festif qui réapparaît? Donc on voit certes du négatif, mais du positif, avec quand même comme centre de gravité, on sent que l'élément de départ va être la Chine. Donc on sait qu'aujourd'hui, la Chine représente, bon an mal an, plus de 35% du business du luxe. Si on suit le rebond qu'on attend de coronavirus, on risque d'être encore plus dépendant de la Chine et du consommateur chinois. Et on voit ce visuel qui a été pris d'ouverture de boutique de Chanel à Shanghai, avec déjà l'apparition de files d'attente. Les scénarios au-delà de la Chine sur le monde d'un point de vue global, en particulier en France, là encore les Échos va nous proposer différentes théories des achats différés. Pendant des mois, on s'est restreint, on va récupérer finalement ces achats et les faire une fois la crise sortie. Donc simplement du décalage. L'autre théorie qu'on entend le plus, posée ici par Gaspard Koenig, c'est la théorie d'un ralentissement profond. Le virus pourrait nous donner une leçon essentielle, ralentir. Un ralentissement à la fois involontaire et volontaire. Est-ce que ce virus n'est-il pas le produit de notre propre folie à surconsommer? Est-ce que le ralentissement n'est-il pas la voie de la sagesse pour éviter d'autres crises? En tout cas, c'est un message qui prend forme. Et puis l'autre théorie, et on va le voir, c'est une montée en puissance de l'e-commerce, avec une envie de festivité qui va avec, là encore les Échos. Et puis il y a la possibilité d'un fort rebond. Libérés, les Français vont se déchaîner. Des secteurs se réjouissent aujourd'hui, c'est le secteur du gaming, qui est vraiment au firmament. On voit que les usages montent de 75% ces derniers jours. Il y a un phénomène très intéressant, le sport spectacle, le sport professionnel et même le sport amateur s'est totalement arrêté sur la planète. Et du coup, on voit des transferts qui se font vers l'e-sport, qui était qui montait en puissance. Je vous rappelle le partenariat League of Legends et Vuitton. Et on voit la Formule 1, des champions de Formule 1 qui, du coup, se donnent rendez-vous sur des jeux de Formule 1 sur Twitch. En football, hier soir, sur Canal+, devait passer le classico entre OM PSG et Canal+, à 23h, a diffusé un match entre des équipes d'e-sport OM PSG. Donc on voit un transfert du sport vers l'e-sport et donc un secteur qui est dopé par le confinement. Si on touche au branding, et là on est, mes amis, au cœur de notre réflexion, on voit que le rapport à la marque change. On voit une évolution. On se rappelle il y a quelques semaines ces phrases « ne pas s'engager est plus dangereux que s'engager ». Aujourd'hui, on a la J. Walter Thompson Intelligence, donc un grand centre d'intelligence de planning stratégique, qui finalement nous démontre une transformation de certaines marques en marques pandémiques, pandemic brands. Ça veut dire quoi? Ça veut dire des marques qui mettent leurs activités traditionnelles en pause et décident de mener une guerre avec leurs moyens, leur influence face à la pandémie. Et l'un des plus beaux exemples, c'est Alibaba. Alibaba, on voit, mène une guerre à travers différents moyens. Alibaba, alors c'est un groupe gigantesque. Il y a une guerre entre Alibaba et Amazon avec des stratégies très différentes, avec une volonté de diversification d'Alibaba extrêmement forte, avec une dimension post-digitale où l'e-commerce est aussi important que le commerce physique, c'est ce phygital, et il y a des activités de recherche et développement sur l'IA, par exemple, qui sont très fortes sur Alibaba. Par exemple, des systèmes développés par Alibaba en tout cas, sont annoncés pour participer, améliorer des systèmes de tests au coronavirus via une IA Alibaba. On voit aussi une logique d'intelligence. On a vu l'IA
qui aide les tests en Chine. On voit aussi Alibaba qui pousse justement au partage de connaissances par rapport à la recherche sur le coronavirus. D'autres systèmes, là, on est dans une régulation qui est plus liée au métier premier d'Alibaba, qui est l'e-commerce. Eh bien, cet e-commerce, c'est sur ces réseaux aussi une autorégulation pour justement éviter que des commerces profitent de la crise et fassent des bénéfices sur le malheur ou sur la terreur des gens. Donc une autorégulation. Alors rappelez-vous le slide qu'on avait vu précédemment avec les GAFA qui étaient attaqués, en particulier Amazon, sur la flambée des prix de ces produits de première nécessité. Alibaba essaie de réguler tout en maintenant le commerce à flot, en facilitant le petit commerce. L'Oréal, pareillement, participe à cette distribution et fabrication de gels hydroalcooliques aux hôpitaux, aux EHPAD, aux pharmacies. C'est des actions en Italie par Moncler qui donne 10 millions pour la construction d'un hôpital à Milan. Aussi Auchan qui verse une prime de 1 000 € pour les remercier de cet effort, saluer leur exceptionnel engagement. Donc on voit Pandemic Brand, ce sont vraiment des marques qui écoutent le bien public et que la convenience devient plus que convenience, retrouve ses lettres de noblesse et devient tout simplement vitale. Et on voit du coup toutes ces campagnes qui sortent, merci à tous les héros discrets, Intermarché, Veolia, pour que l'eau, les déchets, l'énergie se maintiennent. Et on voit du coup des distributeurs s'engager pour les remercier. C'est le portail blanc fait par Monoprix pour aider le professionnel de santé. Notre combat, alors qui peut paraître secondaire, mais elle ne l'est absolument pas, c'est la bataille de l'angoisse, la bataille de la santé mentale, tellement importante sur la génération Z. Et là, on voit déjà un premier point, souligné par Adedge. Vous avez vu qu'Adedge est dans ce volontarisme. Adedge nous dit, il va falloir, marketeurs, nous avons vraiment besoin de vous. Marketeurs, vous n'allez pas être au télétravail pour rien. Il y a une mission des marketeurs de redonner l'envie, de redonner une forme d'apaisement à la santé mentale de nous tous, puisqu'on sait que le phénomène de confinement amène un état post-traumatique. Nous devrons le gérer tous et certaines marques le prennent en compte. Et donc les marques, les marketeurs vont devoir apprendre à parler à ce consommateur qui a ce trauma. Quel conseil donner aux marques de beauté indépendantes? Et c'est vraiment ça qui est posé, c'est au-delà du produit, il faut penser au moral des gens. Alors pas à travers un optimisme niais qu'on a pu voir, mais vraiment avec du fond, une pensée positive réelle et justement essayer d'adoucir ce stress ici. Il y a une nouvelle façon de parler au consommateur, de l'écouter, d'être dans une empathie. Et Canal+, en clair, tous les programmes au 31 mars, mais pourquoi ça s'arrête? Parce que d'autres groupes médias ont dit stop, trop de concurrence. Donc on voit ancien monde, nouveau monde, Canal+, mais à donner du bonheur, à donner, entre guillemets, un apaisement. Alors ça peut être vu comme de la pommade, mais c'est important dans ces moments-là d'apporter quelque chose et Canal+ l'a parfaitement compris. Sur Tinder, qui offre le service Tinder Passport, Tinder a différentes offres. Cette offre permet une rencontre plus globale, internationale, plus sécurisée, avec des algorithmes qui permettent finalement un vrai coaching. Eh bien, Tinder Passport est offert pour déjà préparer le retour à la vraie vie, à la rencontre amoureuse, mais dans les meilleures qualités possibles. Voilà des actions de mental health, d'apaisement, de Pandemic Brand. Là, on va entre guillemets, de l'affrontement le plus dur, la recherche avec Alibaba, en passant par le gel. Et là, on a sur des choses qui sont plus douces, mais qui ont leur impact. On a vu des stars qui se plantent à travers ces chansons pathétiques, mais il y a des stars qui sont aussi en mode pandémique. Britney Spears, on va l'écouter. Elle ne chante pas, je vous préviens. So our world is going through such hard times right now, and my sister just nominated me to help people, whether it's with food or getting your child diapers or whatever it is. DM me and I will help you out. Also, I'm going to nominate 3 other people, and I'm going to nominate Will Smith, Summer Scarry and Kate Hudson. Là, on est sur non pas chanter une chanson niaise, enfin une belle chanson, mais de façon niaise. On est pour aider et créer un cercle de star à star. Alors, justement, pour aider les fans à proximité, participer
à des aides financières. Donc il y a une volonté d'agir le plus concrètement possible. Alors ça peut paraître maladroit comme ça, mais l'idée est de donner un coup de main. Et donc là, l'INAS va encore plus loin. Ils ont un appel pré-certification pour aider financièrement ces fans. Donc on est vraiment sur des stars qui essaient de faire au mieux, de participer à ce mouvement de fond qui montre une prise de réel et qui demande un rapport à la marque engagé, sachant qu'une star est une marque. Sourions un peu, l'art du dating en mode confinement, Love is a Quarantine. Donc finalement, mais ça montre une envie de l'après, ça montre une envie du recontact à l'autre, tourne de créativité vers la rencontre, où on va utiliser les médias sociaux, on va hacker les médias sociaux pour justement recréer une rencontre, même si elle est à distance. On voit ce témoignage de Days avec Luc, qui parle justement d'un premier dîner rencontre, mais à écran interposé, où finalement on va offrir le repas à l'autre. Donc on réinvente les codes de la rencontre au prisme de cette époque. Et puis on va utiliser des technologies comme nous, on réinvente Teams de Microsoft pour vous donner des cours et inventer de nouveaux formats. Et ben c'est pareil aussi pour les sites de rencontres. On voit que ce social distancing, donc vraiment l'expression qu'on voit apparaître énormément dans le monde anglo-saxon, amène un rapport à la mode, un rapport au style. Déjà, les échos, là, on a dépassé le milliard de personnes confinées dans le monde. Nous avons une façon d'être, un style dans le confort qui va être porté en effet sur différentes célébrités qui, sans en faire trop, décontracté, sans trop y faire, mais qui devient extrêmement puissant. Et Millie Bobby Brown, la planète mode ne s'arrête pas. Et du coup, on découvre des sites e-commerce, des labels qui s'engagent vraiment en toute transparence. Et donc, du coup, Teen Vogue, par exemple, va conseiller, entre guillemets, mettre entre parenthèses Amazon et d'autres, et mettre en avant des acteurs e-commerce beaucoup plus responsables, en tout cas. On va pousser plus loin aussi, on va remettre en cause des choses, ce fameux consumer-centrique, ce fameux consommateur au centre. Eh bien, il y a une remise en question. Le consommateur au centre, l'obsession de l'écoute du consommateur, ça, c'est un phénomène qui n'est pas récent. Je veux dire, c'est la base du marketing, mais il a été croissance exponentielle avec l'arrivée des marques internet, des DNVB, qui mettent le client au cœur. Et finalement, la conclusion de Fortune sur la planète en crise, c'est-à-dire qu'on a tellement été obsédé par le consommateur qu'on a oublié les employés, qu'on a oublié de leur donner les moyens de faire ce télétravail. Parce que finalement, combien de sociétés ont découvert en une semaine les joies et les peines du télétravail. Donc finalement, tout ce temps d'obsession, d'écoute du consommateur, pourquoi n'avons pas passé 1/10 de ce temps à réfléchir et si nous développions le télétravail? Donc je pense qu'à travers ces semaines de confinement, les sociétés dans lesquelles vous allez intégrer, ou vous êtes déjà, prennent maintenant le temps vraiment de manager. Et on voit les chiffres que je vous citais en partie 1, l'IFOP, qui montrait à quel point il y a des disparités dans ce confinement et que finalement les Français qui sont vraiment dans le télétravail, qui ont la possibilité de télétravail, représentent à peine plus de 30%. Donc il y a vraiment des gros efforts et finalement être obsédé par le consommateur mène à oublier le collaborateur, ce management. Semaine Vogue Business qui fait, c'est presque à se tirer une balle dans le pied en disant bon, la traditionnelle, la publicité traditionnelle est un peu en perte de vitesse. Aujourd'hui, il faut adhérer à du guérilla marketing. Il met en avant, pour elle, l'une des plus belles campagnes de l'année. C'était sur cette campagne Prada, sur l'idée du bouquet de fleurs. Je vous passe cette petite vidéo pour s'en rappeler. Hollow-stamped flowers, such as dahlias, amaryllis, and hollyhocks, need their cast stems to be filled with water. Turn the flowers upside down and carefully pour water into the hollow center of the stalk, filling it to the brim. To keep the liquid in, you can plug the stem with a small piece of cotton. Voilà, cette campagne traînant de la simplicité sur ce bouquet de fleurs qui à la fois qu'on se donne,
qu'on offre, qu'on passe à l'autre. On est sur de la guérilla, de l'affichage, du pop-up à travers ces fleuristes, et puis une relecture de la campagne. Donc finalement, voilà, une vision économique où on a une big idea, on la multiplie, on fait bien sûr une application, on peut se photographier, on voit ce formidable visuel à travers Seman Castar qui porte ce bouquet de fleurs et qui porte mise en abîme la campagne avec ces mannequins qui portent des fleurs avec ce papier Prada. Donc on est en plus sur un recyclage, puisqu'on c'est pas du packaging classique, c'est du papier journal avec la magnifique campagne. Donc on fait des économies, on repense le monde, on repense le branding, on repense la communication. Au-delà de la publicité, c'est un retour du service. Voilà, toutes les boutiques au monde sont fermées. Et du coup, une volonté d'améliorer justement encore plus le service, de transformer les vendeurs en de vrais conseillers en ligne. C'est la marque Credo, du coup, qui va non pas mettre en chômage technique ces vendeurs, mais les mettre directement sur le site en tant que conseiller. Donc vous voyez, une volonté d'incarner encore plus de services, encore plus de digital. Et j'ai envie de dire, ça c'est un des premiers enseignements. Cette crise, le luxe a toujours eu un temps de retard par rapport au digital. Il a très bien vécu. Eh bien, le luxe se réveille en disant, ce canal digital, il nous est bien utile aujourd'hui en période de pandémie, mais surtout, quelque part, il donne à des millions de consommateurs encore l'envie de un service d'exception, mais digitalisé là encore, avec de l'humain, encore de l'humain. Encore plus loin dans la réflexion, vous connaissez notre démarche sprint avec les tribus. Vous savez à quel point on est concentré sur une vision vraiment la plus moléculaire possible via le prisme de la tribu. Et là, je vais vous présenter des tribus émergentes de consommateurs. Alors le premier, c'est le néo-sprezzatura. Alors sprezzatura, excusez-moi de mon accent pathétique italien, sprezzatura, c'est un art de vivre, pas l'art de vivre à la française, il a des ressemblances quand même, il date du XVIe siècle, de nonchalance, un dandisme avant l'heure italien. Néo-sprezzatura, c'est cette dimension nonchalante, l'air de rien, cette élégance qui n'en fait pas trop, avec aussi un retour sur l'essentiel. Il y a de la joie de vivre, il y a une dimension anti-bling-bling, une dimension, oui, sportive, écologique compatible, et qui est dans une dimension aussi de recherche de pureté. Là, on est face à un consommateur très intéressant, très urbain, et qui arrive à parfaitement concilier une dimension aussi sportswear. Une mutation du hypebeast à surveiller comme le lait sur le feu. Deuxième, alors il est beaucoup plus anxiogène celui-là, c'est le consommateur survivaliste. Traumatisé, il est, et on voit, là j'ai pris Participant dans sa bulle, donc c'est un consommateur qui a peur, qui a un peu peur de tout, qui est dans sa bulle. Et là, je vais vous montrer une vidéo assez incroyable de Naomi Campbell, qui est un petit peu l'égérie de ces survivalistes. I'm actually looking for my gloves, which is the best part of the whole thing. Ah, here they are. Usually I find the gloves faster because I have them separated. That's white. So you need everything you touch. Anything that you could possibly touch is what you need. All this stuff. Anything that you put your hands on, you have to, everything. Les dernières études Chine, juste au début de cette fin de coronavirus, montrent que le consommateur chinois d'une cigale est en train de devenir fourmi. 86% ont décidé de moins consommer. Donc on va être dans une logique vraiment d'économie, et même par rapport à la Gen Z chinoise, qui est à la différence de la Gen Z occidentale, qui se considère par ce rapport au prix qui est proche de l'avarice, de la radinerie. Le Z chinois, avant coronavirus, lui consommait, il n'y a aucun problème, et n'avait pas de rapport, n'avait pas de problème par rapport au prix du luxe. Cet hédonisme, cette jouissance est en train de se refroidir. Donc ce survivaliste, il fait des économies, il demande aux marques de luxe et de mode d'être très digital,
d'accélérer encore cet e-commerce. Pourquoi? Parce que, ma foi, il n'est pas rassuré par rapport à son shopping à air libre, entre guillemets, et qu'il a pris goût à l'e-commerce. Il est rassuré par cet e-commerce et on voit la transformation, le désir en créer des showrooms virtuels, même une interrogation par rapport au Fashion Week, par rapport à des propositions qu'on peut avoir de Tmall Alibaba où justement on peut s'offrir des vidéos de 3 minutes de présentation avec derrière des Q&A, des questions-réponses. Donc on voit finalement le survivalist consumer, il demande au luxe une accélération dans sa digitalisation. Et de toute façon, il faut comprendre que ce survivalist consumer a un traumatisme psychologique. Donc il est en mode post-trauma. Et on voit clairement que les premières études chinoises nous montrent à quel point ce consommateur a besoin de se faire du bien. Ça va commencer par le sport, ça va commencer par du self-care, ça va commencer par vraiment une recherche de douceur, de bien-être, de voyage, mais de voyage sur des destinations qui sont encore plus liées à la relaxation, au bien-être. Donc il y a vraiment besoin d'une extrême douceur. Je me rappelle cette base culturelle du luxe, luxe, calme et volupté de Baudelaire. Eh bien, c'est aussi ce retour vers des marques aussi qui ont cette bienveillance à travers aussi des communications avec le consommateur, avec le client, encore plus bienveillantes, vraiment se sentir choyé, de façon chouchoutée. Voilà ce luxe post-traumatique. Donc, ça veut dire quoi pour le luxe? Plus de calme, de sensible, bien sûr du sustainable, du durable, vraiment l'importance du temps long. On a vu que on remet vraiment les choses à sa place, on prend du recul et énormément de positivisme ici. Donc troisième tribu, avant-dernière tribu, de Powerful Non-Buyer. Alors lui, c'est un cauchemar ambulant. On est vraiment sur une déconsommation. On est dans la honte d'acheter, le shame of buying, fabuleux article dans M. Cela ne concerne pas pour l'instant qu'une poignée de personnes. Il peut paraître anodin, mais il faut bien constater que le flight shaming, donc ce qui touchait l'univers de l'aviation et des voyages, s'étend peu à peu. L'apparition de changements radicaux dans la manière de consommer une nouvelle, tout en se méfiant des protections ou conclusions hâtives, on peut donc imaginer un risque plus fort de déconsommation. Donc on est vraiment ici dans un risque de déconsommation. On consomme moins, voire on consomme plus. On voit par exemple Vogue Business, par rapport au public anglais, avec des prévisions sur les achats luxe en 2020 qui sont au rouge. Donc on peut imaginer que la tribu des consommateurs, qui était une minorité, avec un virus, va grandir aussi. Donc on est vraiment sur des tribus qui sont très différentes. Les trois sont très différentes. On a une plus légère et qui se réinvente. On a la deuxième qui défend. Celle-là, elle est militante dans cette déconsommation. Et puis la quatrième, alors elle est pratiquement de la science-fiction, mais elle fait le pont, à mon avis, avec justement notre deuxième tribu, la survivaliste, c'est les Westworldians, donc de la série Westworld. On voit ici cette idée où on se crée un double, où on va habiller cet avatar de vrais vêtements de marque, mais qui ne polluent pas, parce qu'ils sont, entre guillemets, 100% virtuels. Donc, la création d'un double, c'est Westworldian, ça vient de la série Westworld, qui nous interroge sur l'intelligence artificielle, sur les robots. On voit par exemple Copernic et la création d'un filtre Instagram, où ces filtres Instagram, on se crée une deuxième couche, quelque part, virtuelle, avec un pouvoir de beauté. Et Death Beauty, justement, nous invite à découvrir ce double virtuel. Donc là, on est sur un individu, une tribu qui vit sa digitalisation, vit son avatarisation à un niveau supérieur et qui est tenté finalement par vraiment une seconde vie. Donc on voit quatre tribus qui sont liées, qui ont vécu chacune à leur manière coronavirus, une de façon plus stylée, décontractée avec du recul et de la sagesse, une deuxième qui a peur, qui vit encore cette peur mais qui ne refuse pas de consommer, et ces deux autres qui se coupent du monde. C'était l'Observatoire du Monde qui arrive, une coproduction Paris School of Luxury Dark Planning. Rendez-vous le 15 avril pour le numéro 2. En attendant, restez chez vous et restez forts.